Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Lundi 14 mai, alors que les États-Unis inauguraient en grande pompe leur nouvelle ambassade à Jérusalem, l'armée israélienne se rendait coupable d'un bain de sang aux frontières de la bande de Gaza. Elle tirait sur les manifestants palestiniens envoyés par le Hezbollah pour crier leur désespoir et leur colère. Une soixantaine ont été tués et plus de 2000 blessés, en grande majorité par balles. 6 jours avant ces tragiques événements, Donald Trump dynamitait pour de bon l'accord sur le nucléaire et promettait à l'encontre de l'Iran et de ses partenaires économiques des sanctions dures, sans précédent dans l'histoire. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Le feu brûle à nouveau dans ce Moyen-Orient de tous les dangers, où Washington et Moscou ont recomposé leurs alliances. Sur le territoire de la Syrie, une guerre larvée oppose désormais Israël et l'Iran. Elle nous fait presque oublier une autre guerre au nord, où l'armée turque est repassée à l'offensive contre les Kurdes. Voici revenu le temps des incertitudes au Moyen-Orient, livré aux appétits hégémoniques de 3 puissances régionales, la Turquie, l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran. Petit à petit, patiemment, malgré les sanctions internationales en vigueur jusqu'en 2015, la République islamique n'a cessé d'avancer ses pions sur l'échiquier du Moyen-Orient. Elle se heurte à son ennemi héréditaire, l'Arabie saoudite et ses alliés sunnites du Golfe Persique. En Syrie, aux côtés des Russes et de Bachar el-Assad, les troupes d'élite des gardiens de la révolution ont installé des bases permanentes. Avec leurs alliés du Hezbollah, les Iraniens tiennent désormais des positions à quelques encablures du Golan et des sources du Jourdain. Pour Israël, c'est insupportable. Jeudi 11 mai, le commandement israélien lançait à l'aube une série de raids d'une ampleur sans précédent sur des cibles iraniennes à travers toute la Syrie. Tel Aviv affirmait riposter à des tirs de roquettes visant le plateau du Golan. La guerre larvée avec l'Iran prenait alors la tournure d'un affrontement direct. L'expansion iranienne dans toute la péninsule arabique est incontestable. En Irak, en Syrie, au Liban et dans une moindre mesure en Afghanistan et au Yémen. Au Liban, le Hezbollah et Amal, alignés sur Téhéran, viennent de remporter une éclatante victoire aux élections législatives, au détriment du camp sunnite. En Irak, ce sont également les partis chiites qui sortent renforcés des dernières élections. Au Yémen, Téhéran soutient à bout de bras les rebelles houthis qui résistent à la coalition saoudienne. C'est au milieu de toutes ces turbulences que Donald Trump renvoie l'Iran sur le banc des États voyous. À Riyad et Tel Aviv, on applaudit bien sûr. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait d'ailleurs préparé le terrain dans un show télévisé théâtral. Derrière le rideau noir, il dévoile une alignée de classeurs et 183 CD, censés prouver que la République islamique poursuivrait un programme nucléaire militaire. Autant de prétendus secrets que le Mossad aurait dérobés aux Iraniens. Observez la couleur des classeurs. Les plus perspicaces remarqueront la similitude avec les drapeaux de l'Iran et de la Palestine. Les amabilités partagées par Emmanuel Macron lors de sa visite à Washington n'auront donc servi à rien, pas plus que le voyage d'Angela Merkel. D'un trait de plume, le président américain a déchiré un accord considéré pourtant comme un succès majeur de la diplomatie multilatérale. Bonjour Hasni Abedi. Bonjour. On ne vous présente plus, expert du monde arabe et du monde méditerranéen. Vous venez de publier Moyen-Orient, le temps des incertitudes. Hasni Abedi, est-ce qu'en dynamitant l'accord nucléaire avec l'Iran, Trump fait tout faux? Le président Trump critique et dénonce un accord sans attendre les résultats d'un accord le plus abouti depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement il va permettre aux Iraniens d'avoir leur classe moyenne, mais aussi de les insérer dans le jeu international et de mettre fin à leurs ambitions nucléaires. Après des années de laborieuses négociations, il vient donc de tirer sur cet accord-là sans présenter aucune alternative. Il renverse la table par rapport à Obama.
Il fait tout seul parce que non seulement il met fin à la normalité dans les relations internationales, il veut vider l'héritage lissé par Obama et en plus, il ne respecte pas ou disons qu'il n'associe pas les véritables alliés des États-Unis dans la région. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'accord sur le nucléaire iranien est mort? C'est un accord qui est en danger de mort. Sincèrement, c'est difficile pour l'accord de résister au départ des Américains parce qu'il pèse vraiment à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et sur le plan militaire. Et la tentative et les essais français et allemands de le sauver sont très difficiles face, bien sûr, à la volonté américaine. Et Washington promet des sanctions les plus dures de l'histoire à l'égard de ceux qui continueraient de commercer avec l'Iran. C'est important. C'est très important, ça veut dire que finalement les Européens se retrouvent dans une situation difficile, soit continuer à préserver cet accord ou s'exposer à des sanctions qui sont très importantes et difficiles à supporter pour les économies européennes. Donc aujourd'hui, on est dans un tournant en matière de relations entre les Américains et les Européens. Alors, autre événement trumpien, si je puis dire, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le même jour, 60 manifestants palestiniens tués. Est-ce que vous considérez que Trump agit par méconnaissance ou par maladresse, ou qu'il provoque délibérément? C'est le même paradigme qui le conduit dans la question nucléaire. En fait, il veut vraiment faire plaisir à son électorat. Il a les yeux rivés sur les élections de mi-mandat. Et le troisième élément, parce que Trump veut absolument essayer une autre voie. On ne sait pas exactement quels sont les contours de cette voie, mais là, il se détourne encore du droit international, de plusieurs résolutions de Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'échec de la diplomatie multilatérale. Et ça, c'est très grave dans les relations internationales. À propos de la Palestine, est-ce que finalement, il ne fait pas que d'appliquer le principe de réalité, à savoir qu'aujourd'hui, la création d'un véritable État palestinien est devenue une illusion? La création d'un État palestinien est difficile, mais ce que fait Trump finalement, c'est désactiver tous les acteurs et tous les partenaires qui sont importants, soit dans la question palestinienne en tant qu'État binational, ou la solution de deux États. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a une inquiétude très importante dans la région, parce qu'on ne connaît pas vraiment quelle est l'alternative de Trump. Ce grand deal, il n'a aucune chance d'aboutir s'il n'est pas accepté par les Palestiniens eux-mêmes. Le jour des événements à la frontière de Gaza, avec tous ces morts, il n'y a pas eu, ou le lendemain, il n'y a pas eu de manifestation dans les capitales arabes. C'est vrai qu'il y a un déclin de la centralité de la question palestinienne. En même temps, il faut savoir aussi que plusieurs États arabes sont dans une situation difficile. Le cas de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, du Yémen, ils sont dans une situation presque de guerre civile. Le deuxième élément, c'est qu'il est très difficile dans ces pays de manifester. Les régimes autoritaires empêchent toute manifestation parce que pour eux, c'est aussi manifester contre l'échec des régimes des États arabes. Donc le déclin est au niveau des régimes, pas au niveau des peuples. Et ça veut dire que ces États arabes autocratiques sont maintenant alignés sur l'Arabie saoudite? Une bonne partie de ces États-là, certains États du Golfe, disons les poids lourds du monde arabe, l'Arabie saoudite et l'Égypte, ils sont favorables à une autre solution, à une autre alternative venant de l'administration américaine, puisque le président Trump, finalement, va épouser leur thèse dans la région. C'est ce qui explique aussi que la réaction de la Ligue arabe après ces événements ait été relativement tiède. C'est presque une réaction d'une momie. C'est-à-dire que le monde arabe, aujourd'hui, à travers la Ligue arabe, qui est le système régional arabe, piégé par, justement, l'influence saoudienne, égyptienne au sein de la Ligue des États arabes. Alors, vous venez de publier, on l'a dit, Moyen-Orient, au temps des incertitudes. Je crois que les incertitudes s'appliquent aussi à une puissance majeure de la région, c'est l'Arabie saoudite. Je vous propose cette séquence sur l'Arabie saoudite préparée par Mélanie Ohayo. Certains ont parlé d'un coup d'État, d'un ouragan s'abattant sur l'Arabie saoudite. Le fait est que le nouvel héritier du royaume saoudien, Mohammed Ben Salman, s'est hissé au sommet du pouvoir, multipliant les coups de force politiques. Nous allons retourner à nos origines, celles d'un pays à l'islam modéré, ouvert au monde et aux autres religions. Aux voix discordantes de l'intérieur et aux prétendants au trône, MBS a imposé l'an dernier une vaste purge. Plus de 300 princes, ministres, hommes d'affaires ont été arrêtés au nom d'une lutte anticorruption. En 3 ans à peine, le prince a engagé le pays dans de profondes réformes.
Social et symbolique, le 24 juin, les femmes seront autorisées à conduire. Les cinémas à nouveau ouverts après près de 40 ans d'interdiction. Des réformes économiques aussi, comme l'introduction d'une TVA. Le Royaume entend se libérer de sa dépendance à l'or noir. En quête d'investisseurs étrangers et d'appui diplomatique, le prince a lancé cette année une vaste opération séduction en Occident. Avec les États-Unis, des accords d'armement et commerciaux pour plus de 380 milliards de dollars ont été signés. La crise est en revanche consommée avec le Qatar. Le petit émirat est soumis à un embargo depuis 1 an, sanctionné pour ses rapprochements avec l'Iran. Mohammed Ben Salman a aussi engagé l'Arabie saoudite dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Au Yémen, le royaume y combat la rébellion Houthi, milice chiite soutenue par l'Iran. En 3 ans, le conflit a fait près de 10 000 morts et a engendré la pire crise humanitaire du monde, selon les Nations Unies. Hasni Abedi, on a parlé d'un coup d'État perpétré par Mohammed Ben Salman en Arabie saoudite. Mohammed Ben Salman a opéré un coup de force. Il a brutalisé un système saoudien qui est basé depuis plusieurs années sur un équilibre fragile entre le clergé et entre la famille Al Saoud. Aujourd'hui, l'élite traditionnelle saoudienne est brutalisée, marginalisée dans sa partie. C'est un seul homme qui prend tous les pouvoirs, exactement comme le président Trump. Et ça, c'est une incertitude de taille. Je suppose qu'il y a des résistances à l'intérieur. Il y a des grandes résistances parce qu'il y a plusieurs cousins, il y a plusieurs membres de la famille Al Saoud qui ne sont pas contents de la direction prise par Mohammed Ben Salman, sans oublier bien sûr ce qui s'est passé avec les purges. Et le troisième élément, c'est que les relations aussi, ou ce lien important entre l'Arabie Saoudite et l'Amérique, au profit de la légitimité interne, peut peser lourdement sur la stabilité du royaume. Et puis, cette direction indiquée par le prince, ça fait aussi des dégâts dans la grande famille sunnite de la région. Hein. Absolument. Il y a un grand risque, c'est-à-dire que la famille Al Saoud, elle risque d'imploser de l'intérieur parce que Mohammed Ben Salman a besoin de soutien de tous les membres de la famille royale, ou j'allais dire de toute l'élite traditionnelle saoudienne qui a fait le pouvoir saoudien. Aujourd'hui, tous ne partagent pas les mêmes opinions. Le deuxième élément, c'est qu'avec les guerres un petit peu, avec l'engagement saoudien tout azimut, et aussi avec ce qui se passe au Qatar, parce que pour la première fois, la seule institution régionale dans la région, qui est le Conseil de coopération du Golfe, est divisé puisqu'il y a cette guerre entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et qui fait bien sûr des dégâts très importants au sein même de la famille du Golfe. Alors maintenant, on a 2 grands axes dans cette région, Washington, Tel Aviv, Riyad, et puis un autre axe, c'est Moscou, Téhéran, Ankara. Est-ce que finalement, ces 2 axes ne pourraient pas déboucher sur des solutions nouvelles? Est-ce que ça ne provoque pas des équilibres, de nouveaux équilibres porteurs d'espoir, en quelque sorte? En tout cas, cette configuration n'en sait rien de bon parce que les grandes démocraties sont exclues. Nous avons 2 configurations où c'est vrai que la Turquie et l'Iran et la Russie aujourd'hui deviennent un élément important, un moteur même de la résolution du conflit avec le processus d'Astana, avec le reste du monde qui est un petit peu en retrait, qui est pour la première fois spectateur même de son propre destin. Et ça aussi, c'est inédit dans l'évolution des relations internationales, surtout au Moyen-Orient. Merci Hasni Abedi, c'est un plaisir de vous recevoir à Géopolitis. Merci. Merci à vous. Notre invité Hasni Abedi vient de faire paraître aux éditions Éric Bonnier « Moyen-Orient, le temps des incertitudes », un titre prémonitoire au regard des événements récents. Nos amis de l'émission Tout un monde de la radio-télévision suisse ont donné la parole à Pierre Servant, expert en stratégie militaire. Peut-on éviter durablement une guerre au Moyen-Orient ? Émission en date du 14 mai à retrouver sur RTS Play. Géopolitis vous recommande également l'édition spéciale du Courrier international Trump, le dynamiteur, avec les regards croisés des éditorialistes américains, russes, européens et du Moyen-Orient, sorti le 17 mai, et c'est encore dans les kiosques. La semaine prochaine, Géopolitis vous propose un décryptage de la puissance du Vatican, alors que le pape François se prépare à visiter notre bonne ville de Genève. Merci à vous sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.